merci d'avoir accepté de participer à cette conférence, comme je le disais, qui s'inscrit dans la ligne des conférences animées par la chaire ICAO. Et cet après-midi, nous recevons Frédéric Mador. Il est chercheur à Leipzig Zentrum Moderne Orient, en abrégé ZMO. Et spécifiquement au sein du projet Religion, Morality and Boko in West Africa. Et auparavant, avant donc d'intégrer cette équipe de recherche, Mador était chercheur post-doctorat au Banting, au Centre d'études africaines de l'Université de Floride et professeur d'histoire à temps plein à l'Université d'Ottawa. Il a notamment mené des recherches en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Bénin et au Togo. Et ses études menées dans ces différents pays s'inscrivent sur les thématiques en lien avec la relation entre la politique et l'islam, l'émergence de nouvelles formes d'activisme islamique chez les jeunes et les femmes, ainsi que l'appropriation des médias par les acteurs musulmans. Donc, c'est une dynamique qui s'inscrit dans l'islam, mais qui s'inscrit sur des positions assez intéressantes comme le militantisme islamique, comme l'appropriation des médias. Donc, c'est l'expérience de tout cet ensemble-là qu'on écoutera donc cet après-midi. Actuellement, Mador travaille sur l'histoire des mouvements religieux sur les campus de l'Université de Lomé au Togo et d'Abomey Calavi au Bénin. Donc, je vais donc passer la parole à Frédéric, qui aura entre 30 et 45 minutes au maximum, je crois, pour nous entretenir, pour nous faire un peu l'économie de ces résultats. Et après, on aura le temps donc de discuter avec Mador. Donc, je voulais donc respectueusement inviter chacun à beaucoup plus d'attention et de concentration parce que on est sûr qu'on aura une belle présentation et à la fin, on est sûr qu'on aura donc de belles discussions. Donc, Frédéric, je te passe les relais. Merci, Zakaria, pour l'introduction. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va, d'accord. Donc, je vais partager mon PowerPoint. OK, donc, vous pouvez voir l'écran, le PowerPoint? Parfait. OK, donc, merci à la chaire ICAO et à Marie-Nathalie Leblanc pour l'invitation. Et puis, merci également à Laurence pour l'organisation. Et puis, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Donc, dans ma présentation aujourd'hui, je propose de retracer un peu l'histoire du militantisme islamique sur le campus de l'Université de Lomé au Togo. Depuis la création d'une association qui s'appelait la Jeunesse estudiantine islamique de l'Université du Bénin dans les années 1980. Donc, grosso modo, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est un peu à quel point l'engagement militant sur ce campus reflète d'une part les mutations qui sont plus larges, qui ont caractérisé l'islam au Togo au cours des dernières décennies, et notamment le rôle joué par cette élite musulmane en émergence, si on veut, dans les débats politiques. Et puis d'autre part, je voudrais aussi montrer, mettre en relief les défis auxquels on fait face les jeunes étudiants et étudiantes musulmans en contexte minoritaire et autoritaire, comme on le verra au Togo, qui ont été parfois exacerbés par la méfiance de l'État envers l'islam politique et aussi plus récemment les craintes là, qui concernent l'extension du djihadisme dans les pays côtiers du Golfe de Guinée. Comme Zakaria l'a mentionné dans l'introduction, donc ce que je vous présente aujourd'hui est tiré d'un projet de recherche que j'ai commencé l'année dernière aux IEMO, qui examine l'activisme étudiant à caractère religieux dans les universités au Togo et au Bénin. Et puis, mes recherches font partie d'un groupe de recherche qui s'appelle le projet Remo Boko, donc qui est un acronyme qui signifie Religion, Morality and Boko in West Africa, Students Training for a Good Life. C'est un groupe qui est dirigé par Abdoulaye Sounaï. Donc, grosso modo, très brièvement, on parle un peu d'un constat que, bon, si le
le militantisme étudiant en Afrique subsaharienne a été quand même particulièrement couvert par les études et les recherches. Mais en général, ce sont souvent des études qui se sont concentrées sur les idéologies plus anticoloniales, révolutionnaires, marxistes ou bien laïques, mais qui se sont somme toute très peu penchées sur la hausse de la religiosité sur la plupart des campus ouest-africains. Comme on peut l'observer depuis les années 90. Donc, si dans la plupart des campus de la sous-région, depuis les années 90, depuis la transition démocratique, ça s'est notamment traduit vraiment par une multiplication d'associations, tant islamiques que chrétiennes, sur les différents campus. Donc, dans ce projet-là, on s'intéresse notamment sur l'attrait du salafisme et du pentecôtisme auprès des étudiants universitaires. Et puis, on s'interroge aussi sur les conséquences que cette hausse de la religiosité a sur l'université en tant qu'institution de formation qui était autrefois considérée comme en quelque sorte un bastion de la laïcité, surtout de la laïcité à la française, on pourrait dire, dans le contexte francophone. Donc, en plus de mon projet, là, on a aussi 3 doctorants qui couvrent aussi l'université Abdou Moumouni au Niger et puis l'université d'Ibadan au Nigeria. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai l'adresse tout à l'heure dans le chat. La conférence d'aujourd'hui se base sur ce projet de recherche-là. Donc, sans trop entrer dans les détails, je cherche globalement à comprendre pourquoi et comment la religion a-t-elle pu prendre une place aussi importante dans la vie des étudiants dans un milieu qui était autrefois dominé par des idéologies laïques de gauche, surtout au Bénin, entre autres, qui était sous régime marxiste-léniniste dans les années 70-80. Donc, par le passé, je m'intéressais uniquement aux musulmans. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ce sera sur le militantisme islamique. Et dans le cadre de ce projet de recherche, je m'intéresse aussi aux influences mutuelles entre les associations chrétiennes et musulmanes. On peut observer notamment beaucoup d'influences mutuelles, de mimétisme, que ce soit dans les techniques de prosélytisme ou l'utilisation des médias ou la façon d'organiser le militantisme. Donc, ça a une part importante de mes recherches. Donc, aussi, je m'intéresse à la question de la laïcité, ce que ça signifie pour la laïcité à l'université, et puis finalement aussi sur la question de la formation de nouvelles élites religieuses, donc un peu dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, un peu une élite francophone musulmane formée à l'occidental. Parce que souvent, traditionnellement, je dirais, dans plusieurs études sur l'islam en Afrique de l'Ouest, on a souvent un peu l'opposition entre les arabisants, donc les musulmans qui ont été formés dans les pays arabophones, que ce soit au Moyen-Orient ou au Maghreb, et une espèce d'élite francophone plus laïque formée à l'occidental. Mais finalement, quand on observe les phénomènes qui se passent sur les campus de la sous-région, on peut aussi observer l'émergence en quelque sorte d'une élite francophone musulmane qui a été formée à l'occidental, si je puis dire. Donc, la présentation d'aujourd'hui se base sur 2 enquêtes de terrain que j'ai menées à Lomé, au Togo, en 2019 et 2021. Donc, j'ai rencontré des militants actifs et anciens des principales associations étudiantes à caractère religieux à l'Université de Lomé. Je m'appuie aussi sur la presse, tant généraliste que confessionnelle, publications d'étudiants, de ces associations étudiantes aussi, les réseaux sociaux, Facebook, et WhatsApp. Donc, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, bon, je constate qu'il y a une barre jaune sur le graphique, c'est pas censé apparaître. Donc, pour ceux d'entre vous qui connaissent pas vraiment le Togo, comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est le petit pays un peu rectangulaire là, qui est voisin du Bénin et du Ghana. Donc, le Togo, c'est un pays qui est multiconfessionnel. Les mariages entre différentes confessions sont assez fréquents. Il y a aussi des conversions qui sont très courantes. Les musulmans constituent une minorité religieuse importante et les religions traditionnelles africaines, si on veut, selon comment on les appelle, représentent un pourcentage assez important de la population. Donc, selon des estimations non officielles, les chrétiens représenteraient à peu près 43% de la population, 35,6% ou 33% pour les religions traditionnelles, et les musulmans, ce serait
de 14 à 20 là. Donc, il n'y a pas de statistiques officielles. Le dernier recensement date de 1981 et dans tous les cas, ce genre de statistiques sont toujours à prendre avec des pincettes là, dans un contexte ouest-africain. Et puis, aussi, ce qu'on peut noter, notamment, c'est depuis les années 90-2000, aussi, les mouvements charismatiques, pentecôtistes et évangéliques sont très populaires, notamment à Lomé, sous l'influence des églises évangéliques, des missionnaires d'origine ghanéenne et nigériane aussi. Comme vous pouvez voir sur la carte, là, avec les pays qui sont voisins, il y a cette influence. Donc, pourquoi il y a... OK, je vais essayer de supprimer la barre jaune qui est apparue. Bon, OK, je ne sais pas comment c'est apparu. Vous m'excuserez pour la ligne. OK, donc, dans une première partie, je voudrais d'abord dresser un peu le portrait ou le contexte sociopolitique du Togo qui était particulièrement... assez particulier de l'époque. Et puis, pour comprendre un peu le contexte dans lequel l'Université du Bénin à Lomé, je vais vous expliquer l'appellation tout à l'heure, dans le contexte dans lequel cette université-là s'est mise en place dans les années 70-80. Donc, c'est vraiment une époque qui est marquée par la consolidation du pouvoir des Yadema et du parti unique, le RPT, comme on va le voir. Et puis, on va voir aussi que c'est vraiment le pouvoir a su... je vais dire, caporaliser la jeunesse et les mouvements estudiantins pour vraiment s'assurer d'éliminer tout potentiel contestataire là, sur le campus dans les années 70 et 80. Puis, ça va aussi permettre de comprendre les difficultés auxquelles ont dû faire face les étudiants souhaitant mettre sur pied les premières associations à caractère religieux sur le campus. Donc, encore aujourd'hui, le Togo est étroitement associé à la famille Gnassingbé. Donc, en 1963, il y a eu le premier coup d'État qui a eu en Afrique de l'Ouest, qui a notamment été perpétré par Gnassingbé et Yadema. Et puis, 4 ans plus tard, jour pour jour, un second coup d'État marque vraiment l'arrivée au pouvoir des Yadema, au pouvoir du Togo. Donc, il va diriger le Togo jusqu'à sa mort en 2005. Et depuis 2005, c'est son fils Faure Gnassingbé qui dirige le Togo. Donc, de 1969 à 1991, c'est vraiment le régime du Parti unique du Rassemblement du peuple togolais, le RPT. Donc, ça va être le seul parti autorisé jusqu'en 1991 lorsqu'il va y avoir une certaine libéralisation du Togo. Donc, Yadema a vraiment mis en place un État, on dirait, patrimonial, dictatorial, aussi parfois très brutal, avec des détentions arbitraires, assassinats politiques et autres. Donc, une administration aussi caractérisée par la corruption, le népotisme. Donc, c'est vraiment un contexte autoritaire tout au long de ces 2 décennies. Aussi, ce qui est très frappant aussi au cours de cette période, c'est vraiment le culte de la personnalité qui est mis en place autour de la personnalité des Yadema. Donc, il s'est fortement inspiré du cas du Zaïre, de Mobutu du Zaïre et de la Corée du Nord également. Donc, il y avait toute une mythologie officielle du régime qui a pris forme au cours de cette période. Et puis, c'est surtout avec l'accident d'avion dans lequel Yadema est sorti indemne à Sarakawa qui a encore amplifié ce culte de la personnalité. Et puis, les leaders religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, il y avait une sorte, en fait, on pourrait dire, de compétition entre les leaders religieux pour vraiment louanger le chef de l'État. Donc, on était vraiment dans un contexte très autoritaire. Et puis, même fait intéressant aussi à noter par rapport aux dynamiques religieuses. En 1978, il y a eu l'interdiction des sectes religieuses. Donc, le Parti unique, considérant que la prolifération des sectes religieuses est de nature à troubler gravement la paix, la stabilité et l'ordre public. Donc, il y a à peu près une vingtaine d'organisations religieuses qui ont été interdites. Mais l'Église catholique, protestante et l'islam ont été épargnés. Donc, ça nous amène à la création de l'Université du Bénin à Lomé en 1970. Donc,
La création de cette université-là remonte à 1965. Donc, à cette époque-là, il y avait eu un accord tripartite entre la France, le Togo et le Bénin. Donc, c'était ce qui s'appelait l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin. Donc, il y avait une section littéraire à Lomé, au Togo, et puis une section scientifique à Porto Novo, au Bénin. Donc, c'est en 1970 que ces deux, on va dire, sections se sont transformées en véritablement deux universités nationales, donc celle du Dahomey, l'ancien nom du Bénin, et celle du Togo. Donc, à Lomé, c'est ce qui est devenu l'Université du Bénin au Togo, qui est aujourd'hui l'Université de Lomé. Donc, pour simplifier les choses, peu importe le contexte, je vais simplement dire l'Université de Lomé, là, ça va être un peu moins, ça va porter moins à confusion. Et puis, l'Université de Lomé a été la seule université publique du Togo jusqu'à la fondation de l'Université de Kara en 1999, qui a été ouverte officiellement en 2003. Donc, dans les faits, l'Université de Lomé était loin d'être une institution indépendante de l'emprise politique et idéologique de l'époque. Donc, le conseil de l'université, le recteur était soumis au président, au régime. Même les deux premiers recteurs de l'université étaient aussi membres du comité central du RPT. Donc, le pouvoir exerçait vraiment un contrôle très important sur le campus dans les années 70-80. Donc, il y avait, bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y avait différents mouvements qui structuraient, qui caporalisaient la jeunesse, si on veut. Donc, il y avait vraiment des mouvements, un seul mouvement pour la jeunesse, un seul mouvement pour les étudiants et scolaires, et puis une seule association pour les étudiants qui étaient sur le campus. Donc, il y avait vraiment un contrôle très, très étroit. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel s'inscrivaient les deux premières décennies de l'université de Lomé. Et puis, c'est dans ce contexte-là que va émerger les premières associations étudiantes à caractère religieux sur le campus à l'époque. Donc, dans la deuxième partie, je vais vous parler de la création de la jeunesse estudiantine islamique de l'Université du Bénin, son développement jusqu'à sa transformation en une nouvelle association qui s'appelle un peu l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo. Donc, je vous rappelle, l'Université de Lomé a été créée en 1970. Donc, dès 1974-75, il y a eu la mise sur pied d'un groupe biblique sur le campus. Ce groupe biblique est un mouvement évangélique interdénominationnel, mais il sera seulement reconnu en 1987. Donc, la première organisation organisation religieuse qui va être créée sur le campus, c'est la jeunesse étudiante catholique, qui va être reconnue en 1981. Donc, elle existait déjà dans les collèges et lycées, mais elle va s'implanter à l'université en 81. Et puis, finalement, c'est l'Église catholique qui avait poussé, qui avait demandé une audience auprès du président pour faire valoir que les mouvements d'action catholique ne contrevenaient pas aux valeurs du RPT, donc ça ne s'inscrivait pas en faux avec les associations qui existaient déjà, donc elles devraient être autorisées à fonctionner, ce qui leur sera accordé. Donc, c'est un peu ce qui va pousser les étudiants musulmans à s'organiser, voyant que les chrétiens au campus, les catholiques au campus avaient pu obtenir leur organisation officielle pour se rassembler, se réunir, prier, organiser des séances de formation. Donc, au départ, selon les anciens ou les étudiants musulmans que j'ai pu rencontrer qui étaient sur le campus à l'époque, c'était vraiment des rassemblements de manière très informelle. Donc, les musulmans pouvaient se rassembler en petits groupes, parfois dans les couloirs des cités universitaires pour prier. Donc, ça va quand même prendre un certain temps. Je vous disais, la GEC les catholiques se sont organisés en 81. Il va falloir attendre en 86-87 pour que les musulmans s'organisent enfin. Donc, ce que certains m'ont fait valoir, c'est qu'il y avait eu un peu cet épisode dans les années 80. Le Togo avait des relations assez étroites avec la Libye de Kadhafi. Et puis, donc, il y avait beaucoup d'aide financière qui était accordée au Togo, donc, dont des bourses d'études. Et puis, il y aurait eu toute une histoire de bourses d'études qui seraient passées par des canaux non officiels, ce qui aurait même mené à l'emprisonnement de certains étudiants musulmans. Donc,
suivant cet épisode-là, il y avait beaucoup d'étudiants musulmans sur le campus qui étaient un peu réticents à s'organiser. Il y avait une certaine peur suivant cet épisode-là. Mais en 86-87, il y a un contexte un peu plus favorable qui se présente. Donc, il y a un nouveau recteur qui arrive à la tête de l'université, qui est un peu plus favorable envers les musulmans que le précédent recteur. Et puis, le secrétaire général aussi de l'Association des élèves et étudiants togolais de l'Université du Bénin, donc l'association officielle des étudiants, était musulman. Donc, grâce à ses rapports avec le recteur, les autorités administratives, il avait pu faire valoir l'intérêt de créer cette association. Donc, ce qui leur sera accordé. Mais ce qui est intéressant aussi de constater, un thème qui revient aussi, je dirais un peu tout au long de la présentation, c'est toujours un peu cette méfiance envers peut-être l'islam ou les étudiants ou l'islam politique, qui pourrait devenir politique. Si on veut, le recteur avait obligé les étudiants à obtenir un parrain de l'Union musulmane du Togo. Donc, l'Union musulmane du Togo qui est vraiment réputée pour être inféodée au pouvoir, si on veut. Donc, dès la naissance officielle de cette association d'étudiants musulmans, il y avait la condition d'avoir un parrain. Donc, c'est un professeur finalement qui a été nommé comme parrain. Mais ce parrain-là était très près du pouvoir. Ce parrain-là va même avoir ultimement une carrière politique avec le RPT sous Eyadema. Donc, il y avait un peu, dès la création de cette association-là, il y avait une volonté quand même de surveiller un peu ces jeunes étudiants musulmans. J'ai malheureusement peu de temps pour vous parler des années 90, du contexte des années 90. C'est vraiment une certaine effervescence, un contexte politique très agité au Togo. Donc, malgré je vous dirais, le contexte un peu très complexe, très difficile sur le campus de l'Université de Lomé, l'Association des étudiants musulmans va vraiment connaître un dynamisme très important au cours des années 90. Il faut comprendre qu'au Togo, les mouvements étudiants ont participé massivement dans les protestations qui ont forcé le président Eyadema à tenir une conférence nationale sur le modèle du Bénin voisin pour susciter, pour une démocratisation. Et puis, avec l'autorisation de créer des associations, il y a plein d'associations étudiantes rivales qui se forment sur le campus et le campus est vraiment marqué par la violence, les tensions entre ces différents groupes pro-Eyadema, anti-Eyadema. Il y a eu même une grève générale. Donc, malgré tout ce contexte assez particulier, difficile d'être étudiant sur le campus à cette époque-là, l'association, la jeunesse estudiantine de l'université, la jeunesse estudiantine islamique de l'Université du Bénin va vraiment prospérer. Et puis, ce qui est intéressant de noter, c'est que le président de cette époque-là m'avait confié que l'association avait tellement pris un engouement que les responsables avaient même eu peur à un certain moment donné parce qu'ils étaient sollicités de toutes parts. À cette époque-là, il y avait de plus en plus d'ONG islamiques qui commençaient à opérer au Togo, comme l'Agence des musulmans d'Afrique, la WAMI, la World Assembly of Muslim Youth, l'Arabie Saoudite, Al-Muntada aussi. Donc, il y avait un peu ce sentiment que finalement, toutes sortes de groupes s'intéressaient soudainement aux étudiants musulmans sur le campus, leur offraient des faveurs, des aides financières. Donc, il y avait un peu ce sentiment de perdre le contrôle un peu du développement de cette association-là. Et puis, j'ai noté aussi la méfiance envers l'islam. Donc, cette méfiance-là perdure dans les années 90, surtout avec le Front islamique du salut en Algérie. La situation est assez couverte passablement dans les médias togolais, donc on en parle beaucoup. Donc, il y a un peu cette peur de l'intégrisme musulman, on pourrait dire. Donc, il y a encore ce parrainage-là des jeunes étudiants sur le campus qui est maintenu pour assurer une certaine surveillance, je dirais, dans ce contexte. Donc, la jeunesse estudiantine islamique de l'Université du Bénin va connaître une transformation assez importante au milieu des années 80, donc des années 90, pardon. Donc, initialement, c'est un rassemblement seulement des étudiants du campus de l'Université de Lomé, mais elle va éventuellement se transformer en une sorte de fédération qui va regrouper tant les élèves des collèges, des élèves musulmans des collèges et lycées, que les étudiants à l'université. Donc, il faut comprendre que dans le contexte des années 90, libéralisation politique et sociale, autorisation de créer des associations, il y a
toutes sortes de petits regroupements d'élèves musulmans qui se sont formés un peu partout au Togo. Donc, il y avait déjà aussi cette dynamique-là. Et puis, ce qui est intéressant aussi, puis c'est ce qui ressort beaucoup en comparaison avec mes précédentes recherches, il faut comprendre que les associations des étudiants musulmans sont très, très influencées par ce qui se passe dans la sous-région. Donc, les différents groupes, c'est un peu ce qu'un interlocuteur m'a qualifié de haïnisation dans la sous-région. Donc, si vous observez dans les différents pays, que ce soit au Burkina, au Mali, au Sénégal, vous allez toujours retrouver des associations des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, au Burkina, du Sénégal, association des élèves étudiants musulmans de Guinée. Donc, il y a vraiment cette influence mutuelle entre ces différents groupes-là. Et puis, souvent, ils s'invitent lorsqu'ils organisent des activités pendant les vacances scolaires, universitaires, ils s'invitent. Et puis, le responsable des étudiants musulmans du campus de Lomé avait constaté finalement en participant à ces différentes associations qu'ils étaient parmi les seuls de la sous-région à ne pas avoir ce genre de fédération-là qui regroupait tant les étudiants que les élèves musulmans. Donc, c'est ce qui va mener à la création de l'association des élèves étudiants musulmans au Togo en mai 96, qui est finalement une fusion des associations présentes dans les collèges et lycées et les associations universitaires. OK. Donc, très rapidement, après la mise sur pied de l'Association des élèves étudiants musulmans au Togo, l'AMT, ces responsables vont solliciter les autorités universitaires pour la construction d'un espace sur le campus afin de construire une mosquée et leur siège. Et puis, comme ça avait été un peu le cas lors de la création de l'association dans les années 80, ils vont un peu prendre la balle au rebond après les catholiques, finalement, si on veut. Parce que les catholiques, eux, quelques années auparavant, avaient obtenu du recteur d'obtenir une parcelle de terre directement sur le campus pour créer un centre catholique universitaire. Donc, les musulmans se sont dit, pourquoi pas nous également, on va faire notre demande pour obtenir un terrain sur le campus pour pouvoir construire notre mosquée. Et puis, il y avait aussi le contexte favorable aussi où le vice-recteur qui assurait l'intérim était musulman. Il y avait beaucoup d'administrateurs et de professeurs musulmans du campus aussi qui demandaient ou qui étaient intéressés d'avoir un lieu de culte à même le campus. Donc, tout ce contexte-là a favorisé l'autorisation de construire une mosquée. Et puis, c'est finalement, je vous parlais de l'importance des ONG islamiques, de l'intérêt qu'elles montraient pour cette association d'étudiants sur le campus. C'est grâce à un financement de l'ONG islamique Al-Muntada qu'ils ont pu construire la mosquée qui est encore présente sur le campus. Et cette mosquée-là, c'est vraiment le centre de la plupart des activités organisées par les étudiants musulmans sur le campus. La prière du vendredi aussi se fait aussi là, sur le campus à cette mosquée. OK. Donc, dans la dernière partie, je voudrais aborder de manière un peu plus thématique quelques observations, je vous dirais, des dynamiques ou des transformations qui caractérisent le militantisme islamique sur le campus de l'Université de Lomé depuis les 20 dernières années. Et puis, si jamais il y a des aspects, c'est sûr, ce sera plus un survol, mais si jamais il y a des aspects qui vous intéressent plus particulièrement, on pourrait y revenir de manière plus détaillée lors de la période de questions. D'abord, peut-être, qu'est-ce qui peut expliquer la popularité d'une association islamique comme l'AMT? D'abord, bien sûr, cette association-là répond à un besoin religieux de plusieurs étudiants et étudiantes, un aspect que je vais aborder dans quelques instants, mais je pense qu'il est important aussi de tenir compte de toute la dimension de la sécurité sociale et spirituelle, je dirais, qu'une telle association peut apporter aux étudiants sur le campus. Donc, par exemple, un ancien président de l'AMT m'avait expliqué qu'à son arrivée à l'université vers la fin des années 90, il n'était pas particulièrement convaincu
du besoin d'appartenir à une association pour mieux pratiquer sa religion. Mais il avait finalement changé d'avis quand il avait vu toutes les actions qui étaient posées par les membres de l'AMT qui allaient, je le cite, au-delà de la prière et de l'aspect religieux de la chose, donc pour aider à l'intégration des nouveaux étudiants sur le campus. Un autre militant m'avait dit, quant à lui, que finalement, une association comme l'AMT est intéressante parce qu'on n'y apprend pas seulement sa religion, mais le succès des études est également pris en compte. Donc, ce que je veux dire par là où je veux en venir, c'est que de manière plus générale, je pense qu'une des raisons qui peut expliquer la popularité des associations étudiantes à caractère religieux comme l'AMT, mais aussi celles chrétiennes, c'est que finalement, il y a de nombreux étudiants et étudiantes qui cherchent un groupe d'appartenance, si on veut, pour faire face aux difficultés de survivre, en quelque sorte, à l'environnement universitaire qui est perçu par beaucoup comme étant hostile. C'est un contexte qui est marqué pour la plupart par la précarité des conditions de vie et donc les organisations religieuses sont particulièrement aptes à offrir une sécurité et un soutien aux étudiants. Donc, par exemple, au Togo, mais aussi plus largement en Afrique subsaharienne, les mesures d'austérité associées au programme d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale dans les années 80-90 ont eu vraiment des conséquences catastrophiques sur l'éducation. Donc, ça s'est notamment traduit par une baisse significative des bourses accordées aux étudiants, la dégradation des installations, manque d'amphithéâtre, salles de classe qui se fait encore ressentir aujourd'hui. Et à cela s'ajoute aussi la massification de l'enseignement supérieur. Donc, par exemple, l'Université de Lomé compte aujourd'hui 60 000 étudiants alors qu'elle en comptait 14 500 en 2000. Donc, vous voyez la progression en l'espace de seulement 20 ans. Et puis enfin, il faut aussi rappeler qu'il y a un grand nombre d'étudiants qui se rendent à Lomé pour entamer leurs études universitaires et finalement ont dû quitter leur village, leur ville d'origine pour s'installer dans une ville qui, pour plusieurs, ne connaissent pas et doivent faire face aux défis que pose une grande ville. Donc, que ce soit les craintes d'immoralité, l'oisiveté, consommation d'alcool et tout. Donc, vous voyez que dans ce contexte-là, dans le processus d'intégration peut être facilité par les organisations religieuses. Et puis, beaucoup de militants de l'AMT m'ont parlé de leur association et des membres comme une seconde famille, finalement, qui les a aidés à intégrer le campus. Et puis aussi, je dirais même les mariages entre militants et militantes de l'AMT sont très, très fréquents. Donc, c'est vraiment pas rare que vous allez voir des hommes, des étudiants et des étudiantes se marier entre elles, se sont rencontrés dans le cadre de cette association. Et puis, il y a aussi toute la question, la dimension aussi des travaux dirigés qui sont organisés. Donc, il n'y a pas seulement l'aspect religieux, mais il y a aussi l'aspect soutien au sein du groupe pour réussir ces études. Donc, un autre aspect qui est important, qui ressort beaucoup aussi du cas togolais, finalement, c'est le contexte minoritaire dans lequel se trouvent les musulmans au Togo amène aussi son lot de défis. Qu'est-ce que je veux dire par les défis? Par exemple, si le port du voile n'est pas, par exemple, si le port du voile ne pose pas problème sur le campus de l'université, il est toutefois interdit dans plusieurs établissements scolaires. Donc, des directeurs d'établissement vont justement revendiquer la laïcité pour interdire le port du voile. Donc, finalement, arrivé au campus, il y a plusieurs étudiants ou étudiantes musulmanes qui ont en quelque sorte perdu leur foi ou n'ont pas pu manifester aisément leur religion avant d'arriver au campus. Un autre défi qui est, bon, je dirais qu'il n'est pas forcément propre au Togo, par contre, parce que ça peut aussi s'observer dans d'autres pays de la sous-région, c'est un peu l'idée que ces musulmans, ces étudiants musulmans, devaient en quelque sorte convaincre leurs co-religionnaires qu'un musulman qui est formé à l'école occidentale, à l'école du blanc, peut être sérieux dans la pratique de sa foi. Donc, comme un ancien militant l'a expliqué, je le cite, il fallait montrer qu'entre islam et culture occidentale ou école occidentale, il n'y avait pas cette dichotomie tranchée, mais que celui qui est sorti de l'école occidentale pouvait être un produit qui puisse travailler à la promotion des valeurs de l'islam. Et à l'inverse aussi, plusieurs étudiants musulmans faisaient aussi face au problème de convaincre les parents que de militer dans une association religieuse n'allait pas nuire aux études de leurs enfants. Donc ça revenait quand même aussi à l'occasion. Et puis même, il y avait un peu toute cette dynamique que lorsque l'AMT est encore un peu méconnue,
au départ, peu de temps après sa création, ben, il y avait des étudiants de l'université qui allaient rendre visite aux familles des élèves dans les collèges et lycées pour expliquer le bien fondé aux parents d'une telle association, pour essayer de les convaincre de laisser leurs enfants s'impliquer dans une telle association. Et je dirais surtout le défi aussi, dernièrement, par rapport à ce point, c'est surtout les préjugés à l'égard de l'islam, surtout, encore une fois, dans un contexte où les musulmans sont quand même minoritaires. Par exemple, c'était le cas suivant le 11 septembre 2001. Les militants de l'AMT ont dû travailler beaucoup à essayer de déconstruire les préjugés qui qui taxaient l'islam de religion violente, voire intégrée, c'était le mot qui était souvent utilisé. Et puis même certains aussi me disaient que parfois dans les amphithéâtres, les filles qui étaient voilées ou les hommes qui portaient soit la barbe ou le bonnet pouvaient même se faire taxer, se faire donner toutes sortes de sobriquets, parfois voilà les Ben Laden qui rentrent dans l'amphithéâtre et tout. Donc il y avait un peu ce défi auquel ils avaient dû faire face. Et puis ce que beaucoup de militants m'ont dit, c'est que beaucoup de formations ou d'activités qui étaient organisées par cette association-là visaient vraiment à donner des connaissances pour mieux défendre l'islam. Donc, vraiment essayer de présenter le vrai visage de l'islam devant souvent ces préjugés. Et puis, c'est important aussi pour ces étudiants d'apprendre à pouvoir argumenter et discuter, par exemple, avec les chrétiens pour répondre à certaines critiques qui pouvaient être adressées à l'égard de l'islam. Donc, au cours des 20 aussi a également su se démarquer à l'échelle nationale et sous-régionale. Si vous allez au Togo, je dirais ce qui est vraiment le plus frappant ou le plus marquant comme réalisation, c'est vraiment le concours national de récitation du Saint-Coran qui est organisé depuis 1997. Et puis, le but de cette initiative, un peu en lien avec ce que je vous disais il y a quelques instants, c'était vraiment de briser la perception de l'incompatibilité entre l'école coranique et l'école occidentale. Donc, l'activité avait d'abord lieu dans les amphithéâtres de l'université, mais à partir de 2002, ça se déroule à chaque année au Palais des Congrès. Ça fait salle comble, c'est même télédiffusé également. Donc, c'est vraiment une des activités phares de cette association. Et puis, je vous parlais aussi, bon, j'ai plus peu de temps pour développer cet aspect, mais je vous parlais un peu de la dimension un peu transnationale ou sous-régionale de ces mouvements d'associations étudiantes à caractère islamique. À Lomé, l'AMT a organisé 2 conférences d'une association ou d'une organisation qui s'appelle l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest, donc en 2005 et 2008. Donc, c'est vraiment des regroupements auxquels participent des associations islamiques étudiantes provenant de différents pays de la sous-région. Un autre aspect que je dirais que j'ai pu observer au cours… bon, je pense qu'il y a une question, on pourra peut-être, si c'est possible, y revenir dans quelques instants, j'ai presque terminé. Un aspect qui est important, je dirais, qui peut s'observer peut-être, en tout cas dans le cas du Togo depuis les 10 dernières années, c'est en quelque sorte un tournant entrepreneurial, je dirais. Parce qu'effectivement, au-delà du strict cadre de la formation religieuse, qui était peut-être vraiment l'accent principal au tout départ, quand je disais combattre les préjugés liés à l'islam, mais ce qu'on peut observer au cours des 10 dernières années, c'est le fait que l'AMT organise de plus en plus d'activités à caractère économique ou entrepreneurial. Donc, je vous cite le responsable de l'AMT entre 2010 et 2013, il m'avait dit j'ai beaucoup plus focalisé mon mandat sur l'entrepreneuriat. Moi-même, je venais d'avoir ma licence en 2011 et puis voilà, on est là, on tourne en rond, on attend toujours l'État pour que l'État puisse nous offrir de l'emploi. Mais tiens, il faut en créer. Donc là, il m'a dit qu'ils organisaient de plus en plus de formations, des formations pratiques, comment fabriquer du savon, comment fabriquer des choses qui vont permettre aux jeunes de vendre et puis avoir de l'argent. Donc, l'art culinaire, surtout au niveau des sœurs. On a même créé la Commission nationale pour la promotion de l'entrepreneuriat au sein de l'AMT pour pouvoir aider nos frères à ne pas rester les bras croisés.
Donc, effectivement, depuis cette période-là, il y a de plus en plus d'activités qui sont axées sur l'insertion socio-professionnelle, monter un modèle d'affaires, gérer une entreprise, rechercher des financements. Et puis, il y a même récemment aussi, ils sont sur leur chaîne YouTube, ils ont une émission, je dirais, bon, pas hebdomadaire, mais en tout cas, il y a sur plusieurs épisodes le mois, c'est vraiment une interview avec un entrepreneur, un jeune entrepreneur ou une jeune entrepreneur. Donc, vous voyez, il y a finalement, même si c'est une association islamique, il y a beaucoup la dimension économique ou entrepreneuriale qui entre en ligne de compte dans les activités. Bon, je vois que le temps file, je pense que j'ai encore un peu de temps. Aussi, dans mon projet de recherche, un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est le devenir des anciens militants d'organisations religieuses sur le campus. Donc, je m'intéresse pas seulement à leur passage sur le campus, ce qu'ils font comme activité, mais je m'intéresse beaucoup aussi à ce qu'ils deviennent après leur passage à l'université. Donc, c'est un peu quand je faisais référence à la formation d'élite, c'est un peu cet aspect-là c'est en lien avec cet aspect. Donc, qu'est-ce qu'il advient des anciens de l'AMT après leur passage au campus? Initialement, ils pouvaient encore s'impliquer au sein de l'AMT en tant que, soi-disant, conseillers, donc des aînés qui conseillaient les plus jeunes sur le campus. Mais rapidement, ce modèle-là ne fonctionnait pas parce que finalement, il y avait des tensions, je dirais, entre les jeunes, les étudiants même, et les anciens qui prenaient un peu trop de place dans les décisions et la conduite de l'activité. Donc, c'est ce qui a mené à des anciens de l'AMT à créer une association qui s'appelle l'Association des cadres musulmans au Togo, la CNT. Et encore aujourd'hui, les responsables de cette association-là sont généralement très majoritairement des anciens de l'AMT. Et puis, sans trop entrer dans les détails, ce qui est intéressant d'observer, c'est que finalement, cette association-là s'impose de plus en plus comme le porte-parole incontournable de la communauté musulmane au Togo dans les débats publics, au détriment de l'Union musulmane du Togo qui devrait en principe être l'interlocuteur officiel ou principal des musulmans auprès de l'État. Donc, j'ai pas l'opportunité de rentrer dans les détails, mais récemment, au Togo, il y a une crise sociopolitique assez importante en 2017-2018. Le responsable, la figure de proue de l'opposition était un musulman, très populaire aussi auprès des musulmans. Il avait même été dépeint par le parti au pouvoir comme un mouvement salafiste financé par les pays du Golfe. Donc, il y avait une certaine instrumentalisation d'islam à cette époque-là par le pouvoir pour discréditer l'opposant qui était très populaire à l'époque. Et puis, il y avait même des imams qui avaient été emprisonnés. Dans cette crise sociopolitique-là, la CNT a vraiment émergé. Donc, ces anciens étudiants musulmans du campus se sont vraiment imposés dans les débats publics à travers des déclarations publiques sur la situation sociopolitique qui contrastait vraiment avec l'habitude qu'on avait les musulmans qui étaient les leaders musulmans qui étaient totalement inféodés au pouvoir. Depuis plusieurs années, on a vraiment cette nouvelle élite, si on veut, d'anciens étudiants militants à l'AMT qui prennent position pour l'intérêt dans les débats sociopolitiques ou pour défendre les intérêts de la communauté musulmane. Donc, je voudrais conclure sur ce dernier point, le regard des anciens, des engagements militants, point d'interrogation. C'est un aspect que je trouve qui est très intéressant de comparer un peu la vision que différentes générations d'activistes ou de militants ont de l'association et de l'engagement des étudiants musulmans sur le campus. Donc, j'ai beaucoup interrogé d'anciens de l'AMT ou des pionniers de l'AMT sur leur perception de l'évolution du militantisme islamique chez les étudiants. Je dirais que la plupart sont d'avis que les jeunes aujourd'hui ont une meilleure maîtrise de l'arabe, ont de bien meilleures connaissances de l'islam qu'eux pouvaient en avoir à l'époque. Mais ce qui est intéressant, ils sont assez critiques dans leur regard de ce qui se fait aujourd'hui ou des activités qui se passent aujourd'hui. Donc, un point qui est revenu assez souvent de manière surprenante, en tout cas qui m'avait surpris, c'est un peu
ils ont fait valoir le manque de maturité des jeunes d'aujourd'hui. Donc, les anciens font valoir qu'à leur époque, ils arrivaient au campus à un âge beaucoup plus avancé. Donc, ils étaient souvent bien avancés dans la vingtaine, alors qu'aujourd'hui, les étudiants ont parfois moins de 20 ans. Donc, ils sont en quelque sorte plus jeunes, moins matures, donc un peu moins à même de bien défendre l'islam ou de bien faire prospérer l'association des élèves et étudiants musulmans. Un peu dans la même lignée aussi, beaucoup d'anciens de l'AMT, mais de manière intéressante aussi, même des anciens des associations chrétiennes font valoir que finalement, ils ont la perception qu'il y a une certaine baisse du niveau d'engagement militant auprès des étudiants. Donc, finalement, ils se disent, bon, les effectifs sont officiellement très nombreux, donc beaucoup d'étudiants se revendiquent, par exemple, militants de l'AMT, mais dans les faits, finalement, leur participation demeure, somme toute, faible à leur avis. Donc, ce qu'ils disent, c'est que finalement, bon, les gens aiment bien se revendiquer de telle association, participer sur les groupes WhatsApp, mais quand vient le temps de se présenter en personne lors des activités, c'est plus difficile. Et puis, je termine là-dessus sur une citation d'un ancien président de l'AMT qui est encore très engagé avec l'AMT, mais qui est aussi responsable de l'Association des cadres musulmans du Togo. Donc, lui, ce qu'il a finalement déploré, c'est que l'engagement au sein de l'AMT, finalement, n'est plus du bénévolat, mais du volontariat. Donc, ce qu'il m'a dit, je le cite, donc, aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut dire que nos grands frères faisaient de façon bénévole. Aujourd'hui, si j'appelle un jeune, tu dois payer les frais de déplacement, tu dois mettre carburant, tu dois mettre crédit, sinon on ne peut pas le faire. Il n'y a plus de bénévolat sec comme avant. On est passé au volontariat finalement. Tu sollicites les jeunes pour quelque chose, il faut que tu fasses sortir l'argent. On est en train d'organiser une activité. La sœur là disait que si on invitait les élèves, les étudiants pour l'atelier, on devrait les payer. Donc, vous voyez un peu cette idée finalement que les jeunes sont peut-être moins engagés, moins intéressés sur le bénévolat, sur les activités religieuses, mais finalement que l'aspect financier, si on veut, est très important. Donc, il y a un portrait, évidemment, les jeunes vont argumenter des choses différentes, mais je pense qu'il y a cet aspect aussi que j'essaie d'étudier, puis bon, encore, je suis dans mes premières analyses, mais c'est un aspect que j'essaie de voir aussi, de comparer ces portraits ou ces visions qu'ont différentes générations d'engagement militant et de son évolution au fil du temps. Donc, je sais que j'avais beaucoup de matériel, bon, c'était plutôt un survol, mais s'il y a des éléments que vous jugez plus intéressants, que vous aimeriez que j'aborde plus en détail, là, il me fera plaisir de le faire dans les questions. Donc, je vous remercie. Et désolé pour la marque de stylo jaune, je ne sais pas comment elle est apparue, mais je ne savais pas comment la retirer. Oh, merci bien, Frédéric. Je pense que ça a donné une beauté supplémentaire au test et puis bon, ça a agrémenté les choses. Merci bien de nous avoir tenus en haleine pendant ces temps, de nous avoir fait cette très belle présentation faite d'apprentissage pour nous, de découverte et d'enseignement. Et je considère déjà que cette présentation est une chance pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de doctorants qui sont toujours à la recherche des sujets en lien avec l'islam dans des contextes, dans les différents contextes, de savoir comment on peut se positionner, parce que c'est une belle histoire que Frédéric nous a racontée, une histoire qui commence déjà par une très belle question, une question actuelle qui demandait comment l'islam, comment la religion, pardon, a pris une place aussi importante dans la vie des étudiants. Donc, voilà une belle interrogation. Et pour aboutir à cette interrogation, Frédéric a su, c'est un bon historien et là, ça se voit dans la narration, il a su nous ramener dans un passé assez lointain et il nous a amené à la situation aujourd'hui, une situation faite d'adaptation, faite de réinvention au sein des associations religieuses, donc sur le campus de Lomé. C'est également très intéressant parce que Frédéric a su nous plonger dans l'histoire politique du Togo, dans l'histoire depuis la fin des indépendances, depuis
le jumelage, si je peux le dire ainsi, au niveau de l'institution universitaire entre le Togo et le Bénin, et toutes les péripéties que l'université a connues, qui vont en parallèle avec ce que aussi les différentes associations islamiques et les associations d'autres confessions religieuses ont connu sur le campus de Lomé. Donc, on regarde aussi la main du politique, la tentation de caporaliser donc ces associations qui a suivi la vie et l'évolution donc de ces différentes associations. Donc, merci encore Frédéric. Et cette fois-ci, on a la chance que Frédéric, avant de conclure, nous a rappelé qu'il a beaucoup de matériel et qu'on a la possibilité de pouvoir entendre d'autres choses. Maintenant, on va demander donc à tous les participants, déjà vous dire merci pour vous être mobilisés, être là cet après-midi pour écouter. Et déjà, on prend Frédéric au bon, il a les matériaux qu'il veut sortir, mais le temps était court. Et on a la chance que le temps de discussion est encore plus long, donc faites en sorte que Frédéric puisse nous sortir donc le matériel qui reste pour qu'on arrive à avoir une compréhension globale de la situation à Lomé. Déjà, avant de passer la parole à qui veut la prendre, j'ai une question qui m'a été posée par Abdul Aziz Amadou. Il a un problème de micro, donc je me fais le devoir d'être son porte-parole. Je reprends la question pour Frédéric. Voilà comment elle est intitulée. L'association étudiée peut-elle trouver son indépendance étant donné que l'État qui a un regard politique sérieux, suspicieux, pardon, parfois sur ce regroupement, et les ONG sont des bailleurs de fonds, ont d'influence certaine sur cette association. Donc, Frédéric, je t'enverrai donc directement la question comme message pour que tu puisses donc préparer une réponse. En même temps, j'ouvre donc le temps de parole. On va faire un premier passage. On va inviter donc ceux qui ont les questions à lever les mains et je vais les prendre et chacun aura donc le temps de se prononcer de façon donc on est autorisé à poser des questions, on est autorisé à faire des commentaires, on est également autorisé à partager des expériences similaires qui pourraient donc aider à comprendre davantage la situation. Donc, premier, je vais prendre Tiali Kone. Bonsoir. Je dirais merci à Frédéric pour sa brillante intervention. J'avoue que j'ai beaucoup appris à travers cet exposé. Je veux poser deux questions. La première est de savoir, la création de l'AMT, est-ce qu'elle n'est pas liée à la quête du profit, c'est-à-dire économiquement ou bien une position politique, quand on sait la situation des étudiants du Togo? Et puis, quand à travers votre exposé, on observe les dissensions qui existent déjà entre les étudiants et les dévanciers, eux encore. Est-ce que la création de l'MT n'est pas plus à profit que la quête du religieux? En second lieu, je voudrais savoir pourquoi, au niveau de la GEC, la création de la GEC, en même temps, tous les bénéfices desquels ils ont bénéficié, il n'y a pas eu de difficultés. Comparativement aux musulmans, quand ils ont voulu créer l'AMT et autres, il a été demandé d'avoir un parrain et autres. Qu'est-ce qui fait cette différence? Qu'est-ce qui a suscité cela? Voilà, ce sont mes deux questions. Merci bien. Merci bien, M. Koné. Est-ce qu'on fait une tournée ou bien je réponds tout de suite? Comment on procède? Non, je pensais que pour être efficace, on fera une tournée, on fait une première tournée. OK, parfait. Voilà. Ça nous permettra de faire des regroupements souvent parce que probablement on peut trouver des questions qui se ressemblent. On a enfin, je vois pas des noms parce que je vois Techno Pop 2, je sais pas qui est derrière ces noms. Bon, en attendant qu'on découvre, oui,
Est-ce que vous pouvez vous présenter parce que les noms n'apparaissent pas? Excusez-moi, il fait un peu nuit où je suis. Ok. Je suis l'étudiant Apo Ali Ouattara, Uh-huh. étudiant à l'université de Cocody à Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est bon? Et, allez-y, oui, c'est bon, allez-y. Je remercie Frédéric Mandor pour son intervention. Il faut dire que nous sommes déjà un produit de, non pas de l'association qui existe en Côte d'Ivoire, mais nous avons assisté au moins aux événements organisés par l'AMC ainsi que les associations qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, il faut dire que nous retrouvons dans les dits de Frédéric Mandor par rapport à ses propos sur les associations islamiques. Ma question est la suivante. Le docteur ou bien le professeur a eu la chance de questionner un peu les associations islamiques au niveau de la sous-région. Quelles sont les similitudes entre les différentes associations? C'est-à-dire, par exemple, au niveau du militantisme, organisation de formation entre peut-être les organisations islamiques du Mali, Burkina ainsi que de la Côte d'Ivoire, et quelles sont les divergences entre les deux, entre les différentes organisations au niveau de la sous-région. Maintenant, ma deuxième question, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous savons que il y a un moment de cela que l'islam était dirigé ou bien était sous la coupole du ministère de l'Intérieur. Parce que déjà au niveau de la période coloniale, nous savons qu'il y avait une certaine résistance de l'administration coloniale face aux musulmans. Est-ce qu'au niveau du Togo, c'est la même chose ou bien est-ce qu'il y a eu un changement contrairement à la Côte d'Ivoire? Merci. Okay. Merci bien, M. Ouattara. M. Daboné Ouseni. On l'a perdu, je crois. Ouseni, il doit avoir des problèmes techniques. En attendant, on prendra... il y a une deuxième techno. Je suis sûr que c'est le plus Ouattara ou bien Technopop 2. Je ne sais pas c'est qui exactement. Donc, on prendra Bello, Mahamoudou Bello. Cette présentation, j'avoue que j'ai beaucoup appris. Et par ailleurs, je m'étais dit, mais est-ce qu'il ne parle pas de l'université Abdou-Mouni de Niamey en quelque sorte? Parce que j'ai vu beaucoup de similitudes avec l'université de Niamey. Mais bon, il y a un aspect que j'aimerais peut-être évoquer, mais sous forme de questions, en parlant de l'expérience ou comment on l'appelle, des rapports entre les associations de la sous-région. Mais est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, un transfert de compétences? Ce que j'ai constaté ici à l'université Abdou-Mouni de Niamey, et je ne sais pas si c'est aussi le cas là-bas à Lomé, c'est par exemple un ancien militant de l'AMB ou de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui vient ici à l'université de Niamey, il est automatiquement pris en charge par l'AMN, ici c'est l'Association des étudiants musulmans du Niger, et quand il est pris en charge, il intègre l'association et il partage son expérience et on voit avec lui l'apparition de certaines activités. Est-ce que ce n'est pas aussi le cas, vous n'avez pas aussi observé ce genre de partage d'expérience en Côte d'Ivoire, comment on l'appelle, au Lomé? Ok, la deuxième question que j'ai, c'est par rapport au, comment on l'appelle, au rapport entre les jeunes et leurs aînés. Bon, je me dis, peut-être ce manque de dynamisme, bon, vu par les anciens, est-ce qu'il n'est pas dû au fait, à la différence des défis auxquels font face les jeunes et auxquels ont fait face les anciens? Parce que pour moi, les anciens, de par le passé, leur combat était quoi? La reconnaissance bon, entre griffes de l'islam, la reconnaissance de leur identité, la reconnaissance de leur existence en tant qu'étudiants musulmans et aussi faire reconnaître leur association, comment on l'appelle, entre autres. Mais maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, peut-être les défis ont changé et maintenant, ils ne voient plus maintenant l'intérêt aussi de garder les mêmes dynamismes
que leurs anciens. Et du coup, leur engagement, c'est juste des hypothèses que j'ai, du coup, leur engagement diminue par rapport à celui des anciens. Bon, c'est juste une piste que j'ai, bon, mais sous forme de questions. Peut-être que vous pouvez nous édifier davantage. Merci beaucoup, Frédéric. Merci bien de déjà tracer ces pistes qui vont nous permettre de connaître ce qui se passe réellement à Lomé. Aziz Ba. Zakaria, si Oui. je peux, j'irai peut-être avec une première réponse parce qu'il y a déjà beaucoup de questions. Il y a beaucoup de... OK. Si Donc, tu permets. OK, pour qu'on ne se perde pas, on peut s'arrêter là, tu réponds et on reprendra avec les questions. D'accord. OK. Merci. Merci. Donc, je vais essayer d'y aller de manière chronologique dans l'ordre dans lequel on m'a posé des questions. Donc, il y avait la première question, c'était par rapport à, je dirais, l'indépendance de l'association. Je dirais que l'AMT a pu, en quelque sorte, avoir une certaine indépendance du politique ou cette espèce de parrainage-là à partir, depuis la mort d'Eyadema, il y a quand même, bon, beaucoup de Togolais vont dire que c'est encore la dictature parce que c'est une dynastie, en quelque sorte, c'est le fils maintenant qui dirige, mais quand même, le contexte politique, c'est somme toute amélioré. Donc, ça a été plus simple, je dirais, pour les étudiants musulmans du campus d'avoir une autonomie. Mais je dirais que ce qui leur permet d'agir de manière un peu indépendante, c'est qu'ils ont quand même gardé une ligne apolitique assez importante tout au long de leur existence. Donc, à l'inverse, c'est plutôt l'association des cadres musulmans. Donc, les anciens de l'AMT, une fois qu'ils quittent le campus, c'est cette association-là qui est plus réputée comme étant politisée ou plus engagée dans les débats de société. Donc là, à ce moment-là, l'indépendance de l'association, ça a été plus compliqué parce qu'on parle d'une association des cadres musulmans. Parmi les cadres musulmans, il y en a qui travaillent dans l'administration, sont peut-être des ministres, sous-ministres. Donc là, justement, les prises de position politiques plus engagées, peut-être plus près de l'opposition, ont été un peu, ont suscité des tensions au sein de l'association entre justement des cadres musulmans qui avaient peur d'être associés à l'opposition. Alors que du côté des étudiants, on a vraiment gardé la ligne, je dirais, apolitique, donc ce qui leur a permis quand même de s'organiser et de garder une certaine indépendance. Donc, au début, à la création, sous Eyadema, effectivement, il y avait plus cette surveillance, ce parrainage-là, mais avec le temps, je dirais, ça ne s'observe plus. Donc, la création de l'AMT, est-ce que c'était plus une question de profit plutôt qu'une quête de religieux? Bon, je pense que c'est le contexte sous-régional qui a vraiment beaucoup influencé les étudiants à Lomé, parce que le président, justement, des étudiants musulmans à Lomé, quand il était allé au Burkina, il avait constaté qu'il finalement, il y avait pratiquement qu'eux seuls qui n'étaient pas regroupés en fédération. Et je pense aussi que ce que les fondateurs voyaient aussi dans l'avantage, c'est que d'avoir une association islamique qui part des lycées et des collèges, c'est une façon en quelque sorte de récupérer ou de trouver des militants dès leur jeune âge. Donc, dès qu'ils arrivent au campus, ils sont déjà formés, formatés à l'AMT. Donc, il y a cette continuité-là. C'est plus facile pour, je dirais, pour l'engagement militant à s'assurer d'avoir une relève, si on veut, si on peut déjà agir dans les collèges et lycées. Donc, je pense que c'était peut-être plus à ce niveau-là qu'il y avait ce désir-là de faire une fédération plus large qui inclut aussi les élèves des collèges et lycées. Par rapport aux facilités peut-être que la GEC ou les catholiques ont eues ou les chrétiens, je pense que c'est sûr que bon, dans les élites politiques, il y avait beaucoup de chrétiens quand même. Le premier recteur était très favorable aux chrétiens, peut-être un peu moins aux catholiques, donc peut-être un peu moins qu'aux musulmans. Donc c'est sûr que ça l'a joué, mais en même temps, je dirais quand même, les étudiants musulmans n'ont pas tant souffert dans la mesure où, de nos jours, les étudiants protestants ou évangéliques vont dire qu'ils trouvent ça injuste que les catholiques et les musulmans aient leur lieu de culte sur le campus, alors qu'eux, ils n'ont pas de temple ou de lieu propre à eux. Donc, en quelque sorte, les musulmans ont quand même pu faire valoir ou obtenir des concessions des autorités universitaires que d'autres mouvements religieux, comme les protestants, par exemple, n'ont pas pu avoir. Il y avait la question de Ouattara sur l'influence des associations de la sous-région. Oui, elle est immense et puis parfois, c'est fascinant à quel point des interlocuteurs que je pouvais rencontrer au Togo, au Bénin, me donnaient des propos que j'aurais pu entendre pratiquement exactement la même chose au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Donc, l'influence est
est vraiment notable. Je parlais justement de ces activités qui sont organisées. Souvent, on invite les frères et sœurs des pays voisins à participer. Donc, c'est clair qu'ils se connaissent très bien. Et puis même, de manière intéressante aussi, il y a un président de l'AMD, juste pour donner vous montrer l'importance de l'influence de l'association d'autres pays. Il y avait un président qui a été surnommé l'Amir aramiste, dans la mesure où il était très carré, peut-être plus salafi si on veut. Et puis lui, il avait finalement interdit ou mis fin à la chorale islamique qui existait à l'AMD, qui était calquée sur la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc, il y avait vraiment cette influence-là de vouloir faire comme ce qui se passait au Burkina, comme ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et puis, il y avait eu un peu cette dynamique. Et puis, ça me permet de faire le lien avec ce que Bello disait, des rapports entre associations de la sous-région. Oui, ils se connaissent très bien. Et puis, il y a même un cas très frappant d'un Sénégalais qui a participé à la création de l'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, qui était parmi les membres fondateurs. Je pense que c'était peut-être dans les années 70 ou 80, j'ai oublié. Et puis, il est allé au Burkina pendant peut-être 10, 15, 20 ans. Il est un conférencier, parmi les conférenciers les plus populaires ou connus auprès des musulmans francophones, universitaires et tout. Et puis, qui s'est finalement installé au Togo et qui est maintenant un membre très connu de l'Association des cadres musulmans du Togo, de l'Association des élèves étudiants musulmans du Togo. Donc, vraiment, la dimension transnationale, je dirais, elle est très importante en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest francophone. Puis il y avait aussi, finalement, Bello aussi, la dernière remarque sur les défis qui ont changé. Oui, effectivement, justement, c'est dans ce que les jeunes d'aujourd'hui, eux, vont faire valoir que les conditions, les bourses sont beaucoup moindres que ce qu'elles étaient. La précarité financière est beaucoup plus importante. Les perspectives d'emploi sont peut-être moindres que ce qu'elles étaient auparavant. Donc, effectivement, ça permet de comprendre que peut-être que, justement, de nos jours, les étudiants musulmans ont moins besoin de défendre leur religion comme c'était le cas ou de se faire reconnaître comme tel, mais peut-être maintenant ils sont à une autre étape de justement toute cette dynamique de l'insertion sociale, l'insertion socio-professionnelle, qu'est-ce qu'on va devenir après notre parcours universitaire. Je pense que c'est des préoccupations qui touchent tous les étudiants, qu'ils soient religieux ou non. Donc effectivement, je pense que ça joue beaucoup. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour. On peut peut-être prendre d'autres questions, en espérant que j'ai pu répondre à toutes les questions qui m'avaient été posées. Merci bien, Frédéric. Il faut prendre un coup encore. Il y a un collègue Diomandé qui avait levé la main. Je ne sais pas, Diomandé, tu es encore là? Si Diomandé est là, il va prendre la parole pour sa question et on va continuer. Diomandé est parti, donc Aziz Ba, vous pouvez prendre la parole. Il est là, mais on ne l'entend pas en fait. On n'entend pas? C'est le micro qui ne fonctionne pas, je crois. Et bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Abdulaziz Ba, masterant au laboratoire mixte international et de Makoter. J'ai une question. Avant de poser mes questions, je souhaiterais d'abord remercier Frédéric pour sa présentation. J'ai lu très important sur la Côte d'Ivoire, sur une association des élèves étudiants de la Côte d'Ivoire, où elle a parlé des visibilités féminines en prenant l'exemple de ma communauté qui a aussi des féminines au sein de on vous entend mal. Aziz, on a du mal à vous entendre, donc on va le temps que la technologie nous permette de vous écouter, on va permettre à Sekou Salah de... Sekou? Oui, bonjour, bonsoir, selon les positions des uns et des autres.
Donc, je suis Sekou Salah Tebeli, doctorant à l'université Abdou de Niamey. Donc, je travaille sur cette même question de religion sur le campus de Point G et de Badalagougou au Mali. Donc, c'est avec plaisir que j'ai écouté Frédéric. Donc, comme Bello l'a dit, donc c'est comme si il était sur mon terrain. Donc, il y a tellement de ressemblances. Donc, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de points. Par exemple, lorsqu'il parle de cette présence des lieux de culte en milieu universitaire, est-ce qu'il a essayé de voir qu'est-ce que cela est perçu, la présence des lieux de culte est perçue par les acteurs en milieu universitaire? Parce que en faisant référence à mon cas, d'un côté, vous trouverez que la présence des lieux de culte, certains pensent que ce n'est pas conforme avec cette question de laïcité. D'autres vous diront que les campus étant avant tout un lieu où les étudiants vivent, il est bel et bien normal qu'il y ait des lieux de culte pour ce confort des étudiants. Mais qu'est-ce que Frédéric a trouvé sur le terrain par rapport à la perception des uns et des autres par rapport à la présence de ces lieux de culte sur les campus? Second point, c'est lorsqu'on prend l'AMT, ils disent que c'est une fusion de plusieurs associations, même au niveau des collèges. Ça me rappelle un peu cette association, la Ligue islamique des élèves étudiants du Mali, sur le campus, qui est la principale association religieuse musulmane sur les campus. En son sein, on a tenté de rassembler, on a tenté de fédérer les associations, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Au bout du compte, on s'est rendu compte que par un besoin, les associations, par leurs besoins de pratiques spécifiques liées à leur confession, ne se sentaient pas vraiment à l'aise pour s'épanouir dans l'association. Il y a eu dissidence, donc certains sont sortis pour créer l'association. Est-ce que ça a été le cas sur les campus au Togo? Est-ce qu'au sein de l'AMD, il y a eu des dissidences pour créer des associations à côté puisque les uns et les autres puissent réellement pratiquer leur spécificité religieuse? Donc, c'est les deux questions que je voudrais poser. Merci, Frédéric. Merci bien, Sekou. Infinix Hot 10D. En fait, la personne va profiter de se présenter. Infinix Hot 10D. Ok. Bonsoir, docteur. C'est Bello Adiola du Burkina Faso. Donc, je m'excuse parce que j'ai pris en marche la présentation de M. Frédéric. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que dans le cadre de ces recherches, M. Frédéric a touché du doigt un peu l'impact du militantisme des étudiants sur leur rendement universitaire? Voilà, c'était ce point-là que j'aimerais savoir. Je ne sais pas s'il a déjà abordé parce que je vous ai pris en marche. Donc, voilà ma question. Merci, docteur. Merci bien, Bello. On va passer maintenant à Ousseini Daboné. Daboné a des difficultés techniques. On va Roger Dayamba. C'était désactivé. Allô? Oui, oui, on vous entend. Allô? Ibrahim, vous pouvez couper votre micro? Oui, merci. Oui,
Dayamba et ensuite Ouseni prendra la parole maintenant. D'accord. Donc, merci pour la parole. Et donc, je disais que ça fait plaisir de voir pour avoir fait la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et pour avoir réfléchi donc sur la migration et l'insertion donc des migrants par le religieux au Burkina Faso. Voilà, je vois beaucoup de choses assez intéressantes et je vois un certain nombre de réalités sociales et ça me plaît, voilà, de constater que des recherches aboutissent à mettre à nu cette réalité-là. Alors, du coup, je voudrais poser une question notamment sur la matérialisation de ce passage du bénévolat au volontariat. Voilà. Est-ce que ce sont les prémices qui ont été observées par Frédéric ou bien le fait est fort, il est flagrant, les faits sont flagrants? Voilà. Ou bien ce sont juste des prémices au regard donc des enquêtes qui ont été réalisées. Et au-delà de ça, dans votre présentation, voilà, vous avez parlé notamment du parcours de certains leaders, de certains anciens, et donc leur influence notamment au niveau de la formation. Est-ce que vous avez eu affaire à des étudiants qui viennent effectivement au Togo après avoir eu une expérience d'engagement dans un autre pays, par exemple comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso? Et est-ce que en analysant leur itinéraire religieux et voilà, cet itinéraire transnational, vous avez eu la possibilité de voir la nature de leur engagement? Est-ce qu'il devient un peu plus fort ou bien un peu plus faible? Est-ce qu'il y a eu effectivement ces cas? Voici là l'essentiel de mes questions. Merci encore à Frédéric. Merci bien, Dayamba. On va boucler la seconde phase de questions avec Daboné. Daboné Ouseni, on donnera le temps à Frédéric de répondre avant de revenir. OK, allez-y. Bonsoir, docteur. Voilà, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une question à poser. Au fait, comment ce bénévolat, donc, M. Frédéric est perçu par les militants? Voilà, c'était ma question. OK, merci bien. On va permettre à Frédéric de répondre. On est à 5 questions. Enfin, oui, 5 questions. On va te donner le temps de répondre et on reviendra pour une autre phase. OK. Ben vraiment, d'abord, merci. J'en profite. Merci à tous pour les questions. C'est passionnant. J'espère vraiment, en tout cas, réussir à y répondre à toutes les questions. Donc, la première, il y avait par rapport au lieu de culte. Effectivement, c'est intéressant de comparer, par exemple, au Bénin, la mosquée de l'Association des étudiants. La CEMUP, ça s'appelle l'Association des étudiants musulmans, se trouve hors du campus. Donc, il y a quand même, selon les pays de la région, comme au Niger, par exemple, la mosquée se trouve, il y a des mosquées qui se trouvent sur le campus. Au Burkina, c'est à l'extérieur du campus. Donc, il y a quand même des modèles différents selon les pays de la région. Donc, je dirais que bon, j'ai pas fait une enquête approfondie sur la perception de ces lieux de culte-là sur le campus, mais je crois pas qu'il y a de manière générale qu'il y ait un problème qui soit perçu par les étudiants ou par le personnel administratif. C'est des lieux de culte qui existent depuis les fin années 90. Et puis, je dirais, c'est pas seulement les étudiants qui les utilisent, comme par exemple à la mosquée de l'AMT, vous allez voir les professeurs, le personnel enseignant ou le personnel administratif de l'université qui vont aller à la mosquée le vendredi. Donc, je pense que ça pose pas problème. Et puis, il y a beaucoup, je dirais, la plupart des acteurs s'entendent sur une laïcité, disons, plus à l'américaine, on va dire. Même si, on va dire, selon la Constitution, c'est l'héritage français, peut-être laïcité à la française, mais la plupart des acteurs religieux, finalement, s'entendent sur une conception un peu d'une laïcité plus à l'américaine où, finalement, l'État doit permettre aux différents groupes religieux, laisser les différents groupes religieux de pouvoir s'organiser et de vivre leur foi sans entrave. Donc, je dirais que ça pose pas problème par rapport à ça. Bon, il y avait une question sur les dissidences. Effectivement, dans ces associations-là, bon, parfois, c'est des dissidences sur, je dirais, ça peut être sur
sur la pratique de l'islam, je vous ai donné le cas, il y avait un certain président à un moment donné, dirigeant de l'association des élèves étudiants musulmans qui avait une pratique peut-être un peu plus rigoureuse, plus carrée de l'islam, qui était jugée par certains étudiants musulmans peut-être un peu trop rigide. Donc, parfois, il y a ces divergences-là qui peuvent arriver, mais il y a aussi les conflits de personnes. Ça reste des associations d'humains, il y a toujours des rivalités parfois personnelles. Donc, effectivement, l'association n'a pas été épargnée, même si ça n'a pas été quelque chose de trop majeur. Il y avait aussi une question sur le rendement universitaire. Bon, j'ai pas de statistiques ou de données précises sur à quel point les étudiants qui militent dans ces associations ont de bons résultats scolaires, mais ce qui est certain, et puis ce qui touche, je dirais, à peu près toutes les associations étudiantes à caractère religieux sur le campus, il y a cette idée d'excellence académique qui est toujours importante. On veut toujours que les dirigeants soient des modèles, donc que les dirigeants aient de très bons résultats à l'école ou à l'université. Donc, il y a un peu cette quête de l'excellence ou de montrer que un étudiant à l'AMT pratique bien sa religion, mais aussi un excellent étudiant dans son domaine. On voit ça aussi chez les catholiques, chez les protestants aussi. Donc, c'est quelque chose qui est assez répandu chez les différents groupes où on valorise vraiment le succès scolaire. Donc, c'est pas ou académique, c'est pas seulement la pratique religieuse, mais on veut que les militants soient de bons exemples en tout point de vue. Par rapport à l'idée de volontariat bénévolat, c'est pas moi qui ai utilisé ces mots-là, c'était vraiment un acteur qui avait utilisé ça. Même, j'avoue que je ne sais pas s'il y a une réelle différence entre les deux, mais ce qu'il voulait dire par rapport avec la transition vers le volontariat, c'est que finalement, il y a un peu moins de dons de soi et puis parfois, disons, les étudiants aujourd'hui s'attendent à ce qu'on paie leurs dépenses, par exemple. Donc, alors que les anciens vont revendiquer qu'ils payaient de leur propre poche les déplacements pour se rendre à telle école, tel établissement ou dans telle ville, alors que de nos jours, il faut les rembourser pour les dépenses. Donc, c'est un peu en ce sens-là qu'il utilisait ce discours-là. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre, ça revenait à ce que Bello disait, c'est les nouveaux défis peut-être des étudiants d'aujourd'hui. Ce qu'on peut observer aussi avec je vous parlais de la massification de l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants qu'il peut y avoir sur le campus. Auparavant, la plupart des étudiants vivaient dans les cités sur le campus. Donc, ils vivaient sur le campus, ils passaient la majorité de leur temps sur le campus. De nos jours, les étudiants sont beaucoup plus dispersés dans la ville, parfois sont très loin. Donc, il y a un peu cette dimension-là d'assister, de participer aux activités, ça implique des frais de transport. Donc, je pense que c'était à ce niveau-là qu'il y avait cette dimension-là. C'est pas moi qui l'utilisais, c'était vraiment l'acteur. Et puis, par rapport à l'insertion des étudiants, les itinéraires, j'en avais observé beaucoup au Burkina, Côte d'Ivoire. Ça, c'était frappant. Des anciens, par exemple, militants de l'Association des élèves étudiants musulmans de Côte d'Ivoire avaient joué un rôle très, très important au sein de l'AMB au Burkina. Ça, c'était vraiment frappant avec les relations qu'ils ont. Mais je ne pourrais pas dire que j'ai de cas précis ou frappants que j'ai pu observer au Togo et au Bénin. Donc, je pense que ça fait le tour de cette ronde de questions. OK, encore merci Frédéric, parce que c'est à chaque fois qu'on fait un pas, il y a de nouvelles choses qu'on apprend, ce qui fait qu'on a envie de multiplier les pas. On a deux personnes qui ont toujours la main levée, on va leur donner la parole. On va commencer par Ibrahima Uroguni. Ibrahima Uroguni, vous avez la parole. Ibrahima? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Ibrahima. Oui, donc Frédéric, merci pour la présentation. Merci. J'ai pris votre présentation en cours de route. Il était l'heure on revenait du boulot, il était l'heure pour la prière, on était allé prier, donc j'ai écouté quand même votre présentation. Chapeau à vous pour tout ce que vous avez pu faire comme travail. Et donc, merci pour la pertinence de la présentation et des thèmes que vous évoquez. Donc, je remercie vraiment tous les acteurs, le docteur Zachary, pour sa médiation. Voilà. En fait, je voudrais poser une question, mais je n'ai pas bien cerné. Vous avez parlé de, entre-temps,
au niveau de l'AUMT qui avait une chorale, à l'instar de ce que nous avions au Burkina ou en Côte d'Ivoire. En temps, la chorale, là, un des leaders est venu et puis bon, il a supprimé la chorale. Je voudrais connaître les vraies motivations de la suppression de la chorale. Je sais que vous avez parlé d'un certain ami, de ce président, donc il n'est pas bien cerné aussi. Je voudrais aussi comprendre cette partie-là pour, ok, donc au besoin étayer davantage s'il y a quand même quelques zones d'ombre. Ok, donc c'est ma première préoccupation. La seconde, est-ce que vous avez pu sentir une particularité au niveau du Togo? Est-ce qu'il y a une particularité dans les pratiques religieuses? C'est vrai que vous vous intéressez un peu aux structures estudiantines et scolaires. Est-ce que vous avez pu sentir une certaine différence, okay, donc, dans les pratiques quand vous avez pu parcourir d'autres structures telles que la SEMIB ou la UMB ou encore la UMC que nous connaissons très bien parce que il y a quand même il y a un partage d'expérience à tout moment et lors des activités, on se retrouve. Est-ce que vous avez pu sentir avec un œil externe une certaine différence dans les pratiques religieuses? Ok, merci. Donc, ce sont mes deux inquiétudes. Peut-être si donc, je pourrais trouver satisfaction, ce serait quand même bien. Merci à vous. Merci bien, Ibrahima. On va passer la parole maintenant à Karim Diomandé. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Je suis Karim Diomandé à l'UQAM, docteur à l'UQAM. Merci infiniment pour ta présentation. Ma question va porter en fait aussi la question de l'idéologie en islam. Notamment, comme on le sait, il y a pratiquement aujourd'hui deux idéologies qui sont en train de se répandre en fait en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, à savoir l'idéologie sunnite et l'idéologie chiite. Aujourd'hui, on sait effectivement que le chiite aujourd'hui passe à travers la construction en fait d'écoles ou d'universités ou encore des bourses pour pouvoir vraiment avoir une certaine influence dans nos différents pays. Alors, est-ce qu'il en est le cas, par exemple, au Togo, où vous avez été pour mener en tout cas vos recherches? Ça, ce sera ma première question. La deuxième, c'est de savoir effectivement, comme on le sait, je parle toujours en fait, de l'expérience de la Côte d'Ivoire avec l'AMC. On sait effectivement que l'AMC a beaucoup contribué en fait, à l'évolution de l'islam en Côte d'Ivoire. Et cela est connu, comme vous l'avez effectivement fait le constat. Alors, je veux savoir effectivement quelle est donc la contribution en fait, de l'AMT par rapport à l'évolution en fait, de l'islam au Togo. Merci bien. Merci bien, Diomandé. On va passer la parole au grand frère Diomandé maintenant. Au petit frère, au petit frère. Ah, c'est lui le petit frère? Ok, donc on va passer la parole au petit frère. Exactement. Merci. Le petit frère Diomandé, je vais te demander un plus. Je souhaiterais que tu puisses te présenter plus avant donc de donner ta contribution. Ok, merci. Désolé pour la caméra, hein, j'ai des difficultés au niveau de la connexion parce que je suis un peu en brousse. Donc je suis Bouraïma Diomandé et je suis donc docteur en histoire et actuellement je suis postdoctorant, chercheur postdoctorant à l'Université de Genève dans le cadre d'un projet aussi qui porte sur les associations musulmanes, la bureaucratisation des associations musulmanes en milieu rural avec le professeur assistant André Chapat. Merci. Donc, en fait, Mado, merci pour ta présentation. Tu as parlé du contexte minoritaire et là, tu as parlé des difficultés entre l'association des étudiants musulmans du Togo et l'administration. Mais je voudrais aussi savoir si cette association-là aussi a eu des difficultés, puisque nous sommes en contexte minoritaire, si cette association a des difficultés avec les associations chrétiennes sur l'espace universitaire. Ça, c'était la première question. Et puis, la seconde question, je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais c'est au niveau, tu as parlé de l'association des étudiants musulmans du Togo. J'ai eu l'impression que c'est comme si c'était un bloc monolithique, cette association-là. J'imagine qu'au sein de ces associations, comme en Côte d'Ivoire, il y a forcément
soit à l'intérieur de ces associations ou en dehors, il y a forcément des courants religieux différents. Et donc, je voudrais savoir quelles sont les relations entre ces différents courants religieux-là. Parce que lorsque je partage avec vous une anecdote. Lorsque j'étais étudiant à l'université de Bouaké, que j'étais responsable des étudiants du campus 2, j'ai été sollicité pour être médiateur dans le cadre d'un conflit entre l'association des élèves étudiants musulmans, l'AMC, et la CMUCHI, donc la communauté des élèves étudiants musulmans, qui portait sur la gestion du lieu de culte, donc la répartition des taux horaires au niveau de la gestion du lieu de culte. Et donc, j'ai pu suivre de bout en bout ce conflit-là qu'on a pu désamorcer, bien évidemment, avec l'appui des autorités universitaires. Donc, je voudrais savoir, entre les associations musulmanes elles-mêmes, quelle est la nature des relations? Et puis, troisième question, est-ce que ce militantisme-là aussi a revêtu un caractère politique? Est-ce que ce militantisme a revêtu un caractère politique? Enfin, la dernière question, je pense que c'est plus un commentaire. Tu as parlé des tensions entre les anciens et les jeunes. Mais est-ce que tu t'es intéressé aussi, parce que les tensions entre les anciens et les jeunes, moi, je considère ça comme des tensions qui sont parfois évidentes. Mais est-ce que tu t'es intéressé aux tensions entre les jeunes eux-mêmes, au sein de ces associations? Parce qu'il y a beaucoup d'intrigues au sein de ces associations-là. Merci. Merci bien, Ibrahima Diomandé. On a une dernière main qui est toujours levée. Qu'on va prendre, c'est celle de Barou Sarimou. Barou, vous pouvez aller. Oui, alors, merci Zakaria. Merci aussi à Frédéric pour la présentation. Moi, j'ai une question. Bon, disons deux à trois questions et plus un commentaire qui est une sorte de tentative de réponse à des questions qui ont été posées sur les similitudes qu'on retrouve entre les associations, que ce soit de l'Université Abdou-Mouni de Niamey ou de Togo ou de la Côte d'Ivoire. En fait, je ne sais pas, mais j'ai quand vu le présentateur a parlé d'un réseau qui serait OGEMAO, qui est un réseau, disons, un réseau fédérateur. Parce que là, bon, ceux qui ont milité dans les associations, normalement, ils devaient connaître ces réseaux-là. Moi, j'ai eu connaissance de ces réseaux-là, bien que je n'ai pas trop travaillé dans les associations. Bon, je note que je suis doctorant à l'Université de Niamey et j'ai justement travaillé dans l'association des étudiants musulmans. Et donc, pour partager l'expérience, c'est pour dire que un peu la configuration même de ces associations, de ces réseaux-là, qui constituent les réseaux, il y a disons, c'est une configuration qui est presque identique, à quelques différences près. Et c'est un réseau très fort, d'autant plus qu'il y a une solidarité qui émerge de la cohabitation de ces associations-là. Par expérience, on était en 2015, nous avons fait une caravane et arrivé à Lomé, c'était l'association de l'AMT justement qui nous a accueillis dans les sièges et qui nous ont offert une journée dans leur programme pour nous conduire dans les différents lieux de visite. Et ça n'est passé ainsi une fois en Côte d'Ivoire avec l'AEMC. Donc, c'est pour dire que c'est un réseau et ces associations-là, on va trouver peut-être, vu qu'ils ont les mêmes configurations, on peut trouver aussi les mêmes histoires derrière, comment elles se sont constituées. Et bon, chacun part de l'expérience de l'autre pour pouvoir aussi se constituer et continuer à travailler. Maintenant, pour ce qui est des questions, les questions que je voudrais poser, d'abord la première que je pose à Frédéric. Maintenant, bon, ici chez nous, je parle du Niger, c'est très difficile d'accéder aux acteurs d'associations si vous êtes chercheur. C'est un peu des questions délicates, c'est difficile, il y a trop de protocoles à faire. Et bon, je pose cette question-là parce que je vois que un peu aussi l'identité de Frédéric
on sait tous des propos qu'on se fait derrière les chercheurs, mais surtout des chercheurs qui sont venus de l'Occident pour enquêter sur ces associations-là. Quelles difficultés vous avez rencontrées et vous allez éventuellement partager avec nous des manières que vous avez utilisées pour pouvoir contourner ces difficultés. Maintenant, la dernière question, pour ne pas monopoliser la parole, que je voudrais poser également, c'est celle des parcours des acteurs religieux. Donc, je voudrais savoir, est-ce que à partir de militantisme que l'acteur a fait dans ces associations-là, est-ce que ça conduit à une création des identités de ces acteurs? Je ne sais pas si vous êtes intéressé à la sortie de ces acteurs-là, si jamais ces associations-là ont contribué à créer une identité à leurs animateurs, au point où, après leur militantisme, ils peuvent se retrouver quelque part, mais par le biais de militantisme qu'ils ont pu faire dans ces associations-là. Voilà, merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous, donc, pour cette question. On a des questions à la fois méthodologiques et aussi des questions liées au sujet. Donc, Frédéric, on va te permettre de répondre à cette série de questions. D'accord, bon, merci encore une fois. Je vais une fois de plus essayer de chercher à répondre à toutes les questions. Par rapport à la chorale, je pense que c'était à la fin des années 2000. C'est un Amir, un dirigeant de l'AMT qui m'avait parlé de cet aspect-là et qui jugeait que finalement le fait d'avoir une chorale, c'était un peu, ça allait disons, c'était pas conforme à la sunna ou au précepte de l'islam. Donc, j'avais quand même eu somme toute peu de détails par rapport à ça, donc c'est quelque chose que je voudrais creuser. Mais c'est surtout l'aspect que je trouvais intéressant, c'était justement pour revenir aux influences que peuvent avoir les différentes associations. Bon, ça reste à voir si le contexte plus particulier dans lequel ça s'est passé, mais ce qui était certain, ça faisait vraiment ressortir le fait de justement les influences mutuelles entre les différentes associations des élèves et étudiants musulmans de la sous-région. Et puis peut-être par rapport à la particularité, puis ça va me permettre de faire le lien avec plusieurs remarques. L'impression, bon, évidemment, il y a énormément de similitudes. Comme je vous disais, les différents mouvements, les leaders entre eux se connaissent très bien, participent aux mêmes activités. Peut-être en termes de similitudes, de particularité, je veux dire, c'est peut-être l'AMT a quand même été épargné des dissensions entre différentes conceptions de l'islam, si je peux m'exprimer ici, dans la mesure où, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un intervenant qui a donné l'exemple, l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, qui se voulait un creuset de tous les musulmans, peu importe comment ils se revendiquent, qu'ils soient soufis, salafis ou peu importe l'étiquette qu'ils se donnent, qu'ils puissent se retrouver au sein de cette association. Mais à un certain moment donné, des étudiants plus salafis, peu importe comment ils se revendiquaient, trouvaient que la pratique religieuse des militants à l'AMC n'était pas conforme, n'était pas assez rigoureuse. Donc, ils ont en quelque sorte créé leur propre association d'étudiants musulmans. Donc, au Burkina, il y a aussi eu des tensions à ce niveau-là. Mais au Togo, j'ai plus l'impression que il y a eu peut-être une pratique, bon, sans dire plus homogène, mais il n'y a pas eu autant de tensions à ce niveau-là. Donc, ça me semble être une particularité quand même. L'AMT a été épargnée à ce niveau-là. Et puis, peut-être qu'il y a moins de... il y a peut-être plus on s'entend davantage sur une pratique conforme de l'islam par rapport à ça. Et puis, peut-être un fait intéressant aussi, puis c'est quelque chose qui mérite d'être creusé, je pense, l'UMT, l'Union musulmane du Togo, qui existe depuis les années 60. À une certaine époque, elle avait même demandé l'aide du président pour lutter contre l'implantation d'une secte islamique à Sokodé, qui est un bastion d'islam dans le centre-nord du pays. Donc, il y a quand même, dès le début de la création de l'UMT, ses principaux leaders ont quand même cherché à implanter un islam qui respectait plus, un islam plus rigoureux, peut-être un peu moins soufi. Donc, ça peut être pourquoi l'AMT a été un peu plus épargnée
de ces divergences entre interprétation de l'islam. Et puis, quelqu'un mentionnait les chiites. Il y en a au Togo, mais on ne peut pas dire qu'ils ont une influence importante ou notable au sein de ces étudiants musulmans, ou que ce soit l'Ahmadiyya non plus aussi, ne sont pas très importants au sein des étudiants, en tout cas en ce qui concerne le militantisme. J'essaie de me rappeler de tout ce qu'il y avait aussi. Effectivement, l'AMT, ce n'est pas un bloc monolithique, ça c'est certain. Je pense que c'est le temps qui m'était imparti. Je ne voulais pas entrer dans les détails, mais effectivement, ce n'est pas un bloc homogène. Il y a différents courants, différents groupes qui revendiquent la conduite de l'association. Donc, c'est certain que c'est quelque chose qui est à tenir en compte. Et puis, peut-être qu'il y avait la question intéressante effectivement, plus méthodologique, je dirais. Oui, effectivement, c'est un défi. Je pense que je dirais peut-être ce qui m'avait aidé, c'est comme j'avais déjà mené par le passé des recherches avec l'AMD, l'AMC en Burkina, en Côte d'Ivoire, ça m'avait permis d'avoir des contacts au Togo et au Bénin. Donc, je dirais que ça m'a un peu facilité peut-être les rapports que j'ai pu avoir. Bon, je pense qu'effectivement, il y a toujours cette question, surtout avec les préoccupations, toutes ces études sécuritaires sur le djihadisme et compagnie. C'est certain que parfois, ça peut être difficile pour un chercheur occidental de mener des recherches sur l'islam, mais je pense que l'important, c'est d'être honnête avec ses buts, de bien expliquer le projet. Bon, je pense que c'est certainement une partie de chance aussi d'être accepté par ces acteurs, mais bon, pour le Togo, j'ai eu une chance vraiment. Tous les acteurs ont été d'une très, très grande générosité. Mais effectivement, parfois, c'est une question de chance. Au Bénin, par exemple, ça a été plus difficile. Il y a même eu, on me sortait le cas d'une précédente chercheuse qui avait fait des recherches sur l'islam il y a plusieurs années. Et puis, ce qu'elle avait publié avait causé un peu de controverse. Donc, c'était déjà un petit peu plus difficile de gagner la confiance des acteurs. Donc, parfois aussi, pour des raisons qui sont un peu externes à nous, je dirais, des précédents chercheurs qui ont investi le terrain, parfois ça peut être plus compliqué, mais bon, je dirais que j'ai eu la chance à ce niveau-là. Donc, je pense que je pense que ça fait très rapidement le tour. Peut-être mentionner en terminant aussi, je reviens toujours sur cette dimension transnationale, mais il y a aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais outre le GMAO, il y a Tariq Ramadan qui a joué un rôle très important dans cette espèce de mise en réseau de tous les musulmans francophones de la région. À l'époque, dans les années 2000, c'était un événement qui s'appelait le Colloque international des musulmans de l'espace francophone. Donc, ça s'est promené un peu partout dans la région. C'est allé au Niger, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire aussi. Donc, ça réunissait justement ces musulmans francophones dans des pays laïques, les défis justement de la pratique de la religion dans ce contexte-là. Donc, cette mise en réseau-là a été beaucoup aussi le résultat des actions de Tariq Ramadan dans les années 2000 et 2010. Donc, voilà. Merci bien, Frédéric. C'est toujours un bonheur de t'écouter après ces merveilleuses questions que les participants ont présentées. Il y en a qui n'avaient pas pu lever les mains, mais qui ont quand même pu poser des questions. Je voulais donc que tu les transmettes. Il y a deux questions de Yeo Mamadou. La première, c'est de demander la nature des relations qui existent entre l'AMT et la classe politique au Togo. La question se prolonge en demandant: est-ce qu'il y a des anciens militants de cette structure qui sont devenus des acteurs politiques? Et si tel est le cas, comment les cadets regardent donc ces trajectoires? La deuxième question vient de Abdoulaziz et elle veut savoir les rapports qui existent entre les hommes et les femmes au sein de la structure. Donc, quels sont les rapports qui existent entre les hommes et les femmes au sein de la structure? OK, donc pour ce qui est de la première question, je ne savais pas qu'il y a des politiciens, des anciens de l'AMT qui ont des carrières politiques, mais je dirais que les anciens de l'AMT ont beaucoup joué le rôle
le rôle d'acteur de la société civile, je dirais, justement par le biais de l'association que j'ai mentionnée, l'association des cadres musulmans au Togo, parce que finalement, je n'ai parlé brièvement, mais l'Union musulmane du Togo, qui est une espèce de fêtière qui représente la communauté musulmane, elle a souvent été critiquée par sa proximité du pouvoir sous Eyadema et maintenant sous Faure. Donc, il y a un peu cette question que pendant toutes ces années, l'UMT a peut-être pas suffisamment défendu les préoccupations de la communauté musulmane en tant qu'un peu organisation de la société civile. Par exemple, souvent en Afrique de l'Ouest, on a l'habitude que la conférence des évêques des différents pays se prononce quand il y a des situations de tension importantes dans les pays de la sous-région. Donc, au Togo, c'est le cas aussi. Les évêques se sont souvent prononcés, mais à l'inverse, les musulmans souvent ne se sont pas exprimés. Mais justement, des anciens de l'AMT, à travers cette association des cadres musulmans-là, n'ont pas fait de la politique en tant que tel, de dire créer un parti politique ou de prendre ouvertement un parti d'un groupe ou d'acteurs politiques, mais d'espèce de jouer ce genre de rôle de société civile, d'essayer de se mettre au-dessus de la mêlée et de pointer ou de mettre en exergue les problèmes sociétaux ou politiques qui peuvent se passer. Donc, il y a cet aspect-là, certainement, que des anciens de l'AMT ont joué. Et puis, par rapport aux militantistes, des hommes et des femmes, effectivement, j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'en parler, mais effectivement, les sœurs sont très actives aussi depuis les débuts de la création de l'association. Il y a parfois des activités qui sont vraiment destinées aux sœurs, il y a des activités qui sont mixtes aussi. Dans la gestion de la structure aussi, on va trouver des sœurs aussi qui ont des postes de responsabilité. Donc, effectivement, elles sont engagées. Puis, un peu en lien avec ce que je disais par rapport à cet intérêt initial aussi de présenter le vrai visage de l'islam, d'aller au-delà des préjugés. Justement, les sœurs ou les filles qui militaient à la AMT, ça faisait aussi partie de leurs activités justement par rapport aux préjugés qu'on peut avoir sur les femmes musulmanes, d'organiser des séances de sensibilisation, de formation pour présenter un autre portrait là. Donc, voilà. OK. Parce que quand les présentations sont intéressantes, on ne s'arrête pas de vous fatiguer. Donc, je vais donner la dernière question qui est venue sous forme de message et puis ensuite, on verra ce qu'il faut. Elle vient de Youssouf Bakay et la question demande s'il y a une forme de communautarisation de la vie sur le campus. Est-ce que la vie des étudiants sur le campus, justement à partir de cette association, donne lieu à une sorte de communautarisation? Voilà. OK. Je dirais non parce qu'en fait, souvent, ces associations-là s'invitent entre elles aussi. Donc, si vous allez sur le campus de Lomé, la mosquée est juste à côté du centre catholique universitaire de la GEC. Donc, souvent, lorsque des activités ou des thématiques peuvent intéresser, je dirais, différentes confessions, souvent, ces associations-là s'invitent et participent à des activités communes ou conjointes. Donc, non, vraiment, il n'y a pas je ne pourrais pas dire qu'il y a une sorte de communautarisation. Au contraire, ces associations-là, souvent, se sont réunies. Et même dans les années 90, j'avais brièvement évoqué qu'il y avait des tensions énormes sur le campus entre les associations d'étudiants pour le régime, contre le régime. Bien, il y avait les associations religieuses qui, ensemble, essayaient de modérer les débats. Et donc, non, je ne dirais vraiment pas que c'est une dynamique de communautarisme. Voilà. OK. Merci bien, Frédéric. Je voulais encore dire merci à l'ensemble des participants, ceux qui ont été actifs, ceux qui ont participé. Vous avez tous contribué à la réussite de cette activité de cet après-midi. Je voulais encore dire merci et félicitations à Frédéric qui a su nous entretenir pendant ce temps. On n'a pas vu le temps passer parce que la chose est intéressante et quand on finit, on a envie de demander, Frédéric, on recommence quand? Mais je crois qu'on ne va pas te laisser, on va te trouver encore un espace pour venir nous entretenir sur des questions intéressantes. Merci à tout le monde et je voulais également rappeler que ce type d'activité se déroule toute l'année et
Laurence a envoyé un message avec les liens. Vous pouvez déjà donc vous abonner à l'infolette. Ça va vous permettre de recevoir directement toutes les informations en lien avec les activités de la chaire. Et également, il y a d'autres natures d'activités qui vont continuer. La chaire, donc, avec Laurence qui est très forte en la matière, elle coordonne, elle sait comment distribuer les informations, donc tout viendra vers vous, on vous donnera donc tout ce qu'il y a, tout ce qui est prévu. Donc, merci bien Frédéric, merci à tout le monde et ce fut un honneur d'être avec vous cet après-midi et je pense qu'on aura encore l'occasion de nous retrouver dans les jours à venir pour discuter des sciences, pour discuter des questions qui nous intéressent tous. Allez, bonne soirée à tout le monde. Je voulais dire bonne journée à ceux qui sont du côté du Canada et bonne nuit à ceux qui s'apprêtent à aller dormir déjà, les gens de l'Afrique de l'Ouest, les gens de l'Europe de l'Ouest et à nous revoir. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour votre attention et votre intérêt aussi. Les questions, c'était passionnant. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci.